Bonsoir mesdames et messieurs. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons partager quelques histoires réelles de harceleurs. Mais avant de commencer la vidéo, veuillez envisager de nous donner un j'aime. De plus, si vous avez vécu une expérience personnelle de filature ou toute autre expérience terrifiante ou effrayante que vous souhaitez partager, n'hésitez pas à nous contacter. J'ai toujours eu beaucoup de problèmes avec mon poids. C'est un peu difficile à admettre, mais cela fait partie de mon histoire. Pour remédier à ce problème, j'ai élaboré un plan. J'ai commencé à marcher entre 1,5 km et 3 km tous les jours, ce qui est devenu ma routine d'exercice régulière. Donc, chaque matin, à 6 heures, avant de me rendre au travail, je marchais entre 1,5 km et 3 km. Je sortais de chez moi l'estomac vide, sans rien manger, et je conduisais environ 10 minutes jusqu'au parc voisin. Il y avait une forêt autour et une aire de jeu au centre. En général, je ne voyais pas beaucoup de monde, surtout en hiver, lorsque le jour commence à peine à se lever autour de 6 ou 7 heures du matin. Quoi qu'il en soit, j'ai un souvenir très fort d'un jour en particulier, et ce souvenir est spécial, parce que d'habitude, lorsque je marche, je ne croise que quelques personnes avec des chiens, très rarement, car il est très tôt, à 6 heures du matin. Ceux que je vois sont soit à vélo pour aller travailler, soit semblent être hors de leur place. J'essayais d'éviter ces personnes, bien que je sache que certains d'entre eux pourraient ne pas être très agréables. J'avais environ 38 ans. Je suis une femme et je ne portais rien qui attirait l'attention, juste des leggings et une veste, car mon objectif principal était d'atteindre mes objectifs de perte de poids. Un matin, j'ai conduit jusqu'au parc, j'ai enfilé mes vêtements de marche et j'ai immédiatement commencé à marcher sur le circuit de 3,5 km. Vers le milieu du parcours, lorsque j'ai tourné à gauche, j'ai vu un homme devant moi. Il criait vers les arbres. J'ai commencé à penser que ce type devait être un peu fou, ou peut-être que son chien était entré dans la forêt et avait trouvé quelque chose. Qui sait? Ce type marchait très lentement. Il ne m'a fallu que 2 minutes pour le rattraper. Rappelez-vous que lorsque j'ai tourné au coin pour aller à gauche au milieu de ma marche, il était à environ 200 mètres devant moi. Je marchais assez vite, alors il m'a fallu environ 2 minutes pour le rattraper. Dès qu'il m'a vu derrière lui, il a cessé de regarder vers les arbres et a arrêté de crier. Ensuite, il a commencé à marcher beaucoup plus vite, comme s'il ne voulait pas que je le dépasse. J'ai trouvé cela un peu étrange. Je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait ou pourquoi il criait auparavant. Il portait un survêtement, alors j'ai pensé qu'il faisait peut-être du jogging ou de l'exercice comme moi. Il semblait avoir environ 50 ans. Il était chauve sur le dessus de la tête, avec des cheveux longs sur les côtés et à l'arrière, et portait des lunettes. Je sais que cela ressemble à l'apparence typique de quelqu'un qui vous suit, mais je n'y ai pas pensé davantage. À mesure que je me rapprochais de lui, il s'est rendu compte que j'étais juste derrière et a décidé de s'arrêter soudainement. Il s'est retourné et m'a regardé fixement pendant que je passais à côté de lui. Je lui ai dit un simple bonjour, mais il n'a pas répondu. Il a juste continué à me regarder avec des yeux très intenses. Et à ce moment-là, j'ai commencé à penser que j'aurais peut-être dû faire demi-tour plus tôt et simplement revenir sur mes pas. Cela aurait tout de même été une marche de 3,5 km, donc j'aurais atteint mon objectif. Pendant que je passais à côté de lui, il n'a rien dit, il n'a ni crié, ni recommencé à marcher. J'ai continué à marcher, et il me restait peut-être 400 mètres ou un peu plus pour revenir au parking. En passant à côté de lui, je n'entendais plus ses pas. Je pouvais simplement remarquer qu'il s'était arrêté parce que nous étions sur l'un de ces sentiers de gravier, et vous pouvez facilement entendre les gens se rapprocher de vous sur le gravier, même s'ils marchent lentement, et encore plus s'ils courent. Il y avait donc un silence derrière moi, et je pouvais sentir que ce type me regardait tout simplement. Je me sentais vraiment mal à l'aise, et j'ai essayé de marcher plus vite. Quand j'ai regardé en arrière, j'ai vu qu'il était toujours là, debout. Je ne sais pas si j'ai éveillé quelque chose en lui, mais après cela, il a commencé à marcher derrière moi, beaucoup plus vite qu'avant, lorsque je l'avais rattrapé. Cela m'a vraiment fait peur, alors j'ai accéléré à nouveau. Avant de m'en rendre compte, je pouvais entendre ce type marcher au même rythme que moi. Je pouvais le savoir car le son de ses pas coïncidait avec les miens sur le sentier de gravier. Je ne voulais pas regarder en arrière à ce moment-là et j'étais assez sûr que ce type essayait vraiment de me rattraper. J'avais l'impression qu'il pourrait m'attraper et me traîner dans la forêt pour me faire du mal ou qu'il pourrait me blesser car il ressemblait à un vrai harceleur. Je ne savais pas quoi faire, il marchait vite, mais moi aussi. Je ne pouvais pas marcher plus vite que lui et je ne pouvais certainement pas courir, alors j'ai simplement continué à marcher rapidement. J'ai prié pour rencontrer quelqu'un devant moi qui pourrait m'aider.
Je n'avais ni spray au poivre, ni pistolet électrique, ni même un sifflet, car je n'avais jamais pensé que j'en aurais besoin. En toutes les années où j'avais été seul, il ne m'était jamais rien arrivé de mal. Mais maintenant, je me demandais vraiment si c'était le moment où quelque chose de mauvais allait se produire, comme être blessé ou même tué. Je n'en avais aucune idée. Mon téléphone était dans la voiture, donc je ne pouvais pas appeler le 911 ni essayer de contacter mon mari pour demander de l'aide. Après environ 30 secondes à l'entendre marcher, je me suis rendu compte que ce type ne me rattrapait pas. Cela peut sembler étrange pendant que je vous raconte cela, mais ce type semblait m'imiter. Il s'efforçait de marcher comme moi et à la même vitesse. Il bougeait même ses bras de la même manière que moi. Avant que je m'en rende compte, il marchait à côté de moi, imitant tout ce que je faisais. Je me suis rendu compte qu'il ne plaisantait pas, qu'il avait de sérieux problèmes, qu'ils soient mentaux ou non. Je ne pouvais pas le dire avec certitude. Il n'y avait pas de soignants autour de lui et il semblait totalement hors de contrôle. Alors j'ai pensé qu'il ne me ferait probablement pas de mal grave, ou du moins, c'est ce que je croyais. Mais il était très imprévisible. Il m'a suivi jusqu'à ma voiture sans dire un mot, et chaque fois qu'il parlait, il ne faisait que murmurer. Il prononçait quelques mots, fredonnait ou sifflait simplement. Alors je suppose que c'était sa façon de parler, ou peut-être qu'il criait aux arbres. Il m'a laissé retourner à ma voiture. J'ai pris une gorgée d'eau, puis je suis parti immédiatement. J'ai appelé mon mari et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il m'a dit de rentrer directement à la maison et de ne m'arrêter nulle part. Le type étrange est simplement retourné dans la forêt pendant que je m'éloignais et l'observais dans mes rétroviseurs. Ce fut l'expérience la plus étrange que j'ai jamais vécue, et depuis, j'ai changé ma marche matinale pour la nuit. Maintenant, je vais toujours avec un ami ou avec mon mari à vélo. Mais que faisait ce type dans la forêt et qu'est-ce qui n'allait pas chez lui ? N'avait-il pas quelqu'un pour s'occuper de lui, comme une famille ou un soignant ? Peut-être aurais-je dû appeler le service psychiatrique local, mais je n'y ai pas pensé. Je vis à Ottawa, au Canada, et cet incident s'est produit il y a environ 2 ans, quand j'étais en 8e année. Une nouvelle fille, que nous appellerons Claire, est arrivée dans mon école, et bien qu'elle n'était pas dans mes classes, elle était amie avec mon camarade Cole. Pendant environ 1 semaine, tout était normal. Puis, pendant le déjeuner, Claire et ses amis ont commencé à me regarder. Je n'y ai pas vraiment prêté attention, mais plus tard dans la soirée, j'ai reçu un message texte d'un numéro inconnu qui disait simplement « Salut ». Confus, j'ai demandé qui c'était, et ils ont répondu en disant que c'était la fille du déjeuner qui m'avait regardé. C'est ainsi que nous avons commencé à nous envoyer des messages et à traîner ensemble à l'école. J'ai commencé à l'apprécier et, quand j'ai pensé que c'était le bon moment, je lui ai demandé de devenir ma petite amie et elle a dit oui sans hésiter. Ensuite, elle l'a dit à toutes ses amies. Et la nouvelle est même arrivée à mon cousin Danny, qui a 1 an de moins et qui va à l'ancienne école de Claire. Le lendemain, Danny m'a envoyé un message en demandant « Jacob, pourquoi ? Tu la connais à peine ?» J'ai répondu « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Alors Danny a dit « Elle a un mauvais passé avec son ex. » Comme un adolescent, j'ai pensé « Eh bien, c'est ma chance. » Mais Danny m'a renvoyé un message en disant « Elle a un mauvais passé avec son ex-petite amie. Elle l'a envoyé à l'hôpital en le poignardant à l'estomac. » Mon cœur s'est effondré parce que c'était ma première relation sérieuse et je ne voulais pas que quelque chose de mal m'arrive. J'étais très curieux de savoir si les rumeurs à son sujet étaient vraies. Alors cette nuit-là, je lui ai envoyé un message et je lui ai demandé si elle voulait jouer à 21 questions. Elle a dit oui. Nous avons commencé avec des choses simples comme « Quelle est ta couleur préférée ?» et des choses comme ça, puis je lui ai posé une question plus sérieuse comme « Est-ce que tu fumes ?» et « As-tu fréquenté beaucoup de personnes ?» Elle a répondu oui à toutes. Pour la dernière question, avant que je ne doive aller me coucher, je lui ai demandé « Qu'est-il arrivé à ton dernier petit ami ?» Elle a répondu de manière suspecte en demandant « Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu as déjà entendu quelque chose ? Qui te l'a dit ? » Je ne voulais pas dénoncer mon cousin, alors j'ai simplement dit que j'étais curieux. Puis elle a dit « Je dois y aller, au revoir ». Le lendemain, elle m'a demandé de venir chez elle. Elle a mentionné qu'elle était seule à la maison, mais j'avais peur de ce qui était arrivé à son dernier petit ami. Pourtant, j'étais un peu excité, espérant que quelque chose pourrait se passer. Je lui ai dit oui, mais juste après avoir envoyé le message, mon père m'a appelé depuis le sous-sol et m'a dit « Jacob,
viens pour un peu de hockey. Nous sommes en retard pour la première pratique de l'année. Je me sentais à la fois contrarié et soulagé. J'avais une vraie raison de ne pas y aller, mais j'étais contrarié de ne pas pouvoir y aller. Après le hockey, quand je suis rentré à la maison, j'ai reçu un message de mon ami Cameron. Le message disait « Dommage que tu n'aies pas pu aller chez Claire, tu aurais passé un bon moment. » J'ai répondu « Que veux-tu dire, Cameron ?» Alors il a dit « Ta copine, c'était super. » J'étais très triste. Mon ami Cameron, qui savait que j'étais avec Claire, avait passé du temps avec elle, pour ainsi dire. J'ai immédiatement envoyé un message à Claire. « Claire, c'est fini entre nous. » Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me supplie de rester, mais je lui ai dit que non, que c'était terminé. Plus tard cette nuit-là, elle m'a envoyé une photo sur Snapchat montrant son bras tout récemment coupé, avec la légende « Tout ça grâce à Jacob ». Je suis allé me coucher sans rien répondre, je l'ai juste laissé prendre le temps de se remettre. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec plus de 100 messages textes, tous remplis d'émojis de couteau. Maintenant, j'étais vraiment effrayé, pour être honnête. C'était lundi, alors j'ai dû aller à l'école. Son casier était juste derrière le mien, donc je ne pouvais pas voir si elle allait faire quelque chose. J'avais peur qu'elle m'attaque à tout moment. La journée s'est écoulée très lentement, et j'étais effrayé tout le temps. J'étais tellement inquiet que j'ai demandé au directeur de vérifier son casier parce que je ne me sentais pas en sécurité à l'école ce jour-là. Le directeur a voulu savoir pourquoi, alors je lui ai montré les messages textes. Après les avoir vus, il était d'accord. Quand il est revenu, il m'a dit ce qu'ils avaient trouvé et je n'en croyais pas mes oreilles. Ils avaient trouvé une aiguille avec de l'encre, des lames de rasoir et un couteau de 7,5 cm, presque 8 cm, avec Jacob gravé dessus. Le directeur a appelé la police et elle a été expulsée de notre école. Je n'ai rien su d'elle jusqu'à la semaine dernière. J'étais au mariage de mon cousin Danny et il m'a raconté qu'après ce qui s'était passé, Claire est allée dans 3 écoles différentes et dans chacune d'elles, elle a causé plus de problèmes. Je suis heureux d'avoir évité une situation dangereuse. Je vais vous mettre dans le contexte. Avant de commencer à raconter mon histoire, permettez-moi de partager quelques détails sur moi. J'ai 14 ans et j'ai 2 sœurs aînées qui ont déjà terminé l'université. Elles ont respectivement 39 et 26 ans. J'ai aussi 2 petits frères jumeaux qui ont 5 ans. Ma mère est médecin et mon père tient un restaurant. Quoi qu'il en soit, cela s'est passé quand j'avais 11 ans, lors de ma 5e année de primaire, à l'époque des diplômes, fin mai et début juin. Ma meilleure amie, que nous appellerons Leila, a toujours été là pour moi, mais malheureusement, elle a déménagé 1 semaine avant la remise des diplômes, et je me suis senti très triste et seul sans amis. Leila avait été avec moi depuis la maternelle, toujours dans les mêmes classes, et j'avais l'impression qu'elle avait toujours été là pour moi. Du début de la maternelle jusqu'à presque la fin de la 5e année, nous avons partagé beaucoup de choses. Perdre son amitié a été ressenti comme une punition. Heureusement, un autre ami, qui est maintenant mon petit ami, que nous appellerons Alan, était là pour me soutenir et me rendre heureuse, et je ne savais vraiment pas ce que j'aurais fait sans lui. En juin, j'ai reçu un message sur Kik d'un garçon nommé Nicolas. Je ne savais pas qui était Nicolas ni comment il avait obtenu mon Kik, car je ne le partageais qu'avec des amis proches. C'était avant que tout le monde n'utilise beaucoup les réseaux sociaux, donc avoir un téléphone et des réseaux sociaux était quelque chose d'important pour moi. Mais revenons à Nicolas. Il m'a envoyé un message pendant les cours en disant « Salut, comment ça va? J'espère que je ne te fais pas perdre ton temps. » Je ne savais pas quoi faire parce que je ne le connaissais pas, et j'étais inquiète qu'il puisse être bizarre ou quelque chose comme ça, alors je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai attendu de me sentir en sécurité dans ma chambre plus tard dans la journée pour répondre au message. J'ai répondu au garçon en disant « Salut, je ne veux pas être impoli, mais je ne te connais pas, et tu m'as envoyé un message pendant les cours, mais comment as-tu eu mon compte ?» Peu de temps après avoir envoyé cela, j'ai reçu une réponse rapide disant « Oups, mon erreur. Je pensais que tu étais la fille de Roblox. Si tu veux, je peux te supprimer immédiatement. » J'ai été surprise par la rapidité de sa réponse. Je me suis demandé s'il venait juste de rentrer à la maison ou s'il était scolarisé à domicile pour répondre aussi rapidement. J'avais l'impression qu'il attendait ma réponse, même si cela m'avait pris environ 3 heures pour répondre. Alors je lui ai dit « Pas de problème. Je pourrais avoir besoin de nouveaux amis. »
Quelques minutes plus tard, il a répondu « Génial, quel est ton nom ?» Je lui ai dit mon prénom et il m'a dit le sien. Ensuite, j'ai demandé à Nicolas s'il avait une photo de lui et il m'en a envoyé une quinzaine. Je lui ai dit « Tu es assez mignon » et pour être juste, je lui ai ensuite envoyé quelques photos de moi. Vers 9h37 du soir, il m'a demandé s'il pouvait m'appeler. Je me sentais nerveuse et effrayée parce qu'on ne peut pas toujours faire confiance aux gens, même s'ils semblent gentils. Alors j'ai dû mentir et lui dire que j'avais l'heure du coucher et que je devais aller me coucher. Il m'a envoyé un message en demandant « Pourquoi pas ? C'est vendredi, tu peux rester éveillé un peu plus longtemps. Quelle est la précipitation ?» Alors je lui ai dit que je devais aller à l'hôpital pour un contrôle de santé. Il a dit « D'accord, bonne nuit, poupée. » Je me suis sentie un peu confuse, mais aussi un peu heureuse. Les garçons ne me parlent généralement pas de manière romantique, ils sont principalement juste des amis. Entendre cela de sa part m'a rendue heureuse, comme si cela signifiait quelque chose de spécial pour lui. Après avoir terminé la conversation avec lui, j'ai envoyé un message à mon ami Alan. Mais quand j'ai raconté à Alan ce qui s'était passé, il m'a dit qu'il n'aimait pas Nicolas et que je devrais le bloquer. J'ai dit à Alan que c'était la première fois qu'un garçon me disait quelque chose comme ça et que je devrais être heureuse pour moi. Alan a 1 an de plus et est mon meilleur ami depuis que j'ai 7 ans. Il m'a expliqué que les garçons ne devraient pas appeler les filles avec ces et non parce qu'ils pourraient essayer de les manipuler pour qu'elles les aiment, juste pour les blesser ensuite. J'ai dit à Alan qu'il était juste jaloux et je lui ai ensuite dit que j'allais me coucher. Il a répondu « D'accord, désolé d'être aussi direct, mais si tu décides de sortir avec ce gars, ne viens pas pleurer chez moi quand il te brisera le cœur. » J'ai envoyé un message de bonne nuit à Alan et j'ai commencé à envoyer des messages à ma meilleure amie. Elle m'a dit que je devrais sortir avec lui, mais elle a partagé quelques règles avant de commencer à sortir. Elle a aussi dit que si jamais on rompait, elle voulait être la première à avoir une chance. Je lui ai dit que c'était hors de question, et nous avons plaisanté à ce sujet pendant un moment. Le lendemain matin, vers 10h, j'ai reçu un nouveau message de Nicolas qui disait « Salut poupée, comment as-tu dormi ?» Le conseil de la veille au soir m'a donné le courage de dire « S'il te plaît, ne m'appelle pas comme ça, à moins que nous sortions vraiment ensemble. » Il semblait que Nicolas avait un plan, parce que dès qu'il a vu mon message, il a répondu « Oh, alors tu veux sortir avec moi ?» Je suis resté sans voix à ce moment-là, même s'il avait l'air agréable sur ses photos, je n'avais pas encore parlé avec lui au téléphone et il voulait déjà sortir avec moi. Non, pas maintenant. J'ai seulement 11 ans, donc ce serait bizarre. Je lui ai envoyé un message. Je suppose que je l'ai mis en colère parce qu'il a dit « Oh d'accord, alors nous en parlerons ce soir et tu ferais bien de répondre à mon message, compris ?» J'ai pensé pour moi-même, est-ce qu'il est en train de me crier dessus par message ? Je ne savais pas quoi dire, et c'était le premier signe que quelque chose pourrait mal tourner. D'abord, il voulait m'appeler, ensuite il m'a demandé de sortir avec lui, et maintenant il me criait dessus parce que j'avais dit non. J'aurais dû tout arrêter à ce moment-là et ne jamais lui répondre de nouveau, mais non, j'ai accepté son message et je lui ai dit oui. J'ai vu tous ces signaux d'avertissement dans ma tête, mais j'ai ignoré chacun d'eux. Après ce jour, quelques mois ont passé et nous faisions fréquemment des appels vidéo. Un autre ami à moi, Julian, est apparu à l'écran et m'a serré dans ses bras en disant que j'étais sa meilleure amie. Mais seulement 2 secondes après, Nicolas a raccroché l'appel vidéo et m'a envoyé un message disant qu'il pouvait aussi me tromper. Il m'a fallu 2 heures pour expliquer à Nicolas que Julian était juste un ami. De toute évidence, il était du genre jaloux et ne pouvait pas me faire confiance autour d'autres garçons, un autre signe d'avertissement que j'ai ignoré. À part cet incident ce jour-là, tout semblait aller bien. C'était comme s'il avait des humeurs différentes chaque fois que je faisais quelque chose qu'il n'aimait pas. Donc, après cela, je m'assurais que tout contact avec mes amis masculins reste caché de lui. Tu as probablement déjà remarqué que Nicolas était assez exigeant, il avait un certain contrôle sur moi. Je recevais souvent des messages de suiveurs sur Instagram. C'était une avalanche de messages d'autres filles qui prétendaient être de son état ou de son école. Apparemment, elles me surveillaient, me disant que je devais rompre avec Nicolas et trouver quelqu'un d'autre rapidement avant que quelque chose ne se passe. Je pensais que c'était juste une blague, peut-être que c'était ses amis qui jouaient avec moi. Les mois ont passé et Nicolas et moi étions déjà ensemble depuis environ 2 ans. À ce moment-là, j'ai commencé à penser que notre relation n'était pas la meilleure et que nous devrions peut-être rompre. Alors, à l'été 2016, il est venu dans ma région.
Cela allait être la première fois que nous nous rencontrerions en personne plutôt que seulement sur un écran. Je lui ai dit que je voulais que nous nous rencontrions dans un lieu public et nous avons convenu de nous rencontrer dans le parc local, à quelques rues de là. Il y avait un restaurant où nous pouvions déjeuner après cela et sa mère pourrait nous récupérer, me ramener à la maison et eux pourraient retourner à leur hôtel. Nous nous sommes rencontrés et j'ai pu voir qu'il était mignon en personne, tout comme il l'était à l'écran. Mais mes meilleurs amis Leila, Julian et Alan surveillaient à distance. J'étais tellement heureuse que Leila ait pu venir parce qu'elle rendait visite à son père cette semaine-là, alors je la remerciais d'être là pour moi. Nicolas et moi avons fini par parler pendant environ 2 heures et il m'a même donné son sweat à capuche. Après cela, nous avons marché jusqu'au restaurant et demandé une table. J'ai envoyé un message à ma meilleure amie en disant « Le dragon est dans le nid ». C'était notre façon de plaisanter et de leur dire de venir nous rejoindre. Comme d'habitude, j'ai serré les 3 dans mes bras, mais j'ai vu que Nicolas commençait à se fâcher. Il m'a attrapé par le bras et m'a dit à voix basse « Je pourrais rompre avec toi maintenant si je le voulais, mais nous allons faire comme si je t'avais dit quelque chose pour que tes amis ne pensent pas que je suis un psychopathe. C'est la dernière fois que tu verras tes amis ce soir. Maintenant, rigole. » Il était brusque avec moi, tant verbalement que physiquement. Je ne peux pas expliquer comment je me sentais à ce moment-là, alors j'ai fait ce qu'il m'a dit. J'ai ri, mais c'était tellement maladroit que c'était un indice pour mon amie Leila. Elle a remarqué à quel point c'était bizarre et m'a demandé si j'avais besoin d'aller aux toilettes avec elle. J'ai hoché la tête et nous avons rapidement marché vers les toilettes. Une fois là-bas, j'ai tout raconté à Leila et elle était choquée. Elle m'a dit que nous devions sortir de sa vue immédiatement et que Nicolas devait sortir de ma vie. Alors Leila et moi avons trouvé la porte arrière et avons envoyé un message aux garçons, Julian et Alan, leur disant que nous les attendions dehors. J'ai envoyé un long message à Nicolas et une fois que je l'ai envoyé, j'ai dit à Leila que nous devions aller chez moi, loin du restaurant et loin de Nicolas. Quand nous sommes arrivés chez moi, j'ai commencé à me calmer, mais ensuite, il y a eu des coups à la porte. Il n'a pas fallu longtemps avant que quelqu'un soit dehors en train de crier, de m'insulter et de dire des choses comme « Je vais prendre plaisir à te prendre la vie et à boire ton sang. Ne me défie pas, gamine, tu vas le regretter et je m'assurerai que tu le fasses. » Nous avons appelé la police. Leila était en ligne avec le répartiteur qui a dit que la police était en route. Plus tard, nous avons découvert que pendant que Nicolas était au restaurant, après avoir reçu mon message disant que notre relation était terminée et que je rentrais chez moi sans lui, il a sorti un couteau devant Julian et Alan qui le surveillaient au restaurant. Tout était clair. Nicolas n'allait pas bien. Comment ai-je pu ignorer cela chez lui? Il avait une arme, il avait menacé de me faire du mal et il le pensait vraiment. Qu'est-ce qui n'allait pas chez ce type? En résumé, les parents de ces garçons ont été informés et ils m'ont dit que la raison pour laquelle Nicolas voulait me garder à ses côtés était que, quand il était enfant, il était très proche d'une fille qui avait soudainement disparu. Ils pensaient que cela n'avait pas été bien accueilli par leur fils, mais après tout, ce qui s'était passé, quelque chose me dit qu'il pourrait avoir été impliqué dans cette disparition et je suis très reconnaissante de ne pas être devenue la prochaine disparition. J'étais seule dans mon appartement universitaire, attendant que la nuit de samedi se termine. Le temps passait si lentement et je ne pouvais pas dormir, alors j'ai essayé de manger quelques encas, mais cela n'a pas aidé. Le samedi, j'ai l'habitude de prendre une douche à minuit, et cette nuit ne faisait pas exception. Pendant que j'étais sous la douche, j'ai remarqué des mots sur la fenêtre de ma salle de bain qui disaient « Je te regarde et je le ferai toujours », avec un cœur et une empreinte de main. Je n'y ai pas trop prêté attention et je suis simplement allé me coucher, me préparant pour mon service le lendemain. Le samedi suivant, quand j'ai pris une douche à nouveau, cette fois, j'ai couvert la fenêtre. Après avoir terminé et m'être habillé pour sortir, j'ai entendu des coups à la fenêtre. Le bruit devenait plus fort chaque seconde et il y avait un autre message qui disait « Chérie, je t'aime et je sais que tu ressens la même chose. Faisons-en une réalité et avec ta compagnie, je sais que nous serons heureux. » Il y avait 2 cœurs et 2 visages souriants. Cette fois, j'étais vraiment effrayé et j'ai couru. J'ai attrapé mon téléphone pour prendre une photo et la montrer à la police pour m'assurer que c'était réel. Quand je suis rentré chez moi après avoir montré les photos, ces messages avaient disparu. J'étais fatigué, mais trop effrayé pour dormir, bien que je me sois finalement endormi. J'ai terminé tous mes cours universitaires et je me préparais pour le travail le lendemain, mais avant ma douche de minuit, je me suis assuré d'avoir mon téléphone avec moi. Après la douche, je me suis habillé
et j'étais sur le point de partir quand j'ai entendu des coups. Une voix effrayante a chuchoté. « Annie, tu comptes me laisser seule comme ça? Allez, Annie !» J'ai eu peur et je me suis caché dans la cuisine. J'ai verrouillé la porte et j'ai attrapé un couteau pour me protéger. J'ai appelé la police, je leur ai tout raconté et je leur ai dit où je me cachais. Je ne pouvais pas ouvrir la porte. Ils ont promis d'envoyer la police immédiatement. Puis je me suis rendu compte que je n'avais pas regardé de près la photo que j'avais prise, ni lu CE qui était écrit sur la fenêtre. Quand j'ai finalement ouvert la photo, j'ai été vraiment surprise. « Mon amour, je te traiterai comme une princesse. Offre-moi ton corps, ton cœur et ton âme. » La police est arrivée en quelques minutes et ils ont défoncé les portes. 2 agents m'ont escorté hors de mon appartement, restant avec moi pour des raisons de sécurité. J'étais tellement effrayé que je tremblais quand l'un des policiers a essayé de me réconforter. Après quelques minutes, ils sont sortis de mon appartement et ont trouvé un homme caché à l'intérieur. Il s'est avéré que c'était mon voisin d'à côté, qui me harcelait depuis longtemps. Il pensait que nous allions être ensemble, donc j'ai dû le traduire en justice et obtenir une ordonnance restrictive. Après tout ce qui s'est passé, j'ai dû déménager de cet appartement et m'en éloigner. Je n'ai pas revu ce type depuis, et j'espère vraiment ne jamais le revoir. Quoi de neuf, les amis? Je viens partager avec vous l'un des mystères les plus récents. Il s'est produit en 2014 et s'est étendu sur quelques années par la suite. C'est une histoire qui se déroule comme un thriller psychologique et, en fait, Netflix a récemment acheté les droits pour en faire un film ou une série sur cette affaire concernant la famille qui a été victime de cet événement. La version résumée de cette histoire est qu'une famille américaine achète la maison de ses rêves, est prête à emménager et commence à recevoir d'horribles lettres de menaces d'une personne ou d'un groupe anonyme. Les lettres deviennent progressivement plus inquiétantes et indiquent que celui qui les observe les surveille de très près à tout moment et est capable de voir des choses qui ne sont pas faciles à remarquer simplement en passant par là. C'est une personne qui est vraiment intensément concentrée sur la famille. Je pense que la meilleure façon de regarder cette vidéo et d'apprendre sur ce cas, pour vraiment apprécier ce que cette famille a traversé, c'est de se mettre à la place de la famille Broadus, qui est la famille qui a acheté la maison. Imaginez que vous êtes à leur place. Seriez-vous resté ou seriez-vous parti? J'aimerais bien le savoir dans les commentaires. Alors plongeons dans l'histoire. En juin 2014, Derek et Maria Broadus ont acheté la maison de leurs rêves. C'est une maison de 6 chambres évaluée à 1 300 000 $ à Westfield, dans le New Jersey, qui est une ville très prospère au nord du New Jersey. La maison qu'ils ont achetée se trouvait sur Boulevard, c'est le nom de la rue, et Boulevard à Westfield était comme la rue la plus convoitée à l'époque. Si vous viviez sur Boulevard, vous aviez réussi. Je dirais que les temps ont changé, car maintenant Boulevard est rappelé comme l'endroit où ce cas s'est produit, donc ce n'est probablement plus le meilleur endroit pour vivre. Mais à l'époque, c'était comme si Derek et Maria vivaient leurs rêves, et ils le savaient. 3 jours après l'achat de la maison, ils n'avaient pas encore emménagé, mais Derek était allé à la maison pour faire quelques peintures sur les murs et quelques rénovations simples dans la maison. Je pense qu'il était tellement excité par cette maison qu'il voulait juste y aller et être sur place. Donc, sa femme et ses enfants étaient dans leur ancienne maison, qu'ils avaient déjà vendue, mais dans laquelle ils n'avaient pas encore déménagé. Alors, il était dans la nouvelle maison, faisant ses rénovations simples, et il a pensé « Tu sais quoi ? Je vais vérifier le courrier. » Parce que même s'ils étaient propriétaires de la maison depuis seulement 3 jours, il a pensé « Voyons ce que ça fait d'aller chercher le courrier, car ce sera ma nouvelle maison. » Alors il sort et ouvre la boîte aux lettres, et à l'intérieur, il y a une petite enveloppe en forme de carte adressée au nouveau propriétaire. « Cher nouveau voisin au 657 boulevard, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans le quartier. Le 657 boulevard a été le sujet de ma famille pendant des décennies, et alors qu'il approche de son 110e anniversaire, on m'a chargé de le surveiller et d'attendre sa seconde venue. Mon grand-père a surveillé la maison dans les années 1920 et mon père l'a surveillée dans les années 1960. Maintenant, c'est mon tour. Connaissez-vous l'histoire de la maison? Savez-vous ce qu'il y a à l'intérieur des murs du 657 boulevard? Pourquoi êtes-vous ici? Je vais le découvrir. La lettre continue en identifiant le type de voiture qu'il conduisait, c'était une Honda minivan. Elle poursuivait en disant combien de contracteurs il y avait dans et autour de la maison ces derniers jours, qui faisaient quelques rénovations dans la maison.
Elle disait même qu'elle croyait avoir compté qu'ils avaient 3 enfants. Un jour, j'apprendrai leurs noms, je les appellerai et je vous les prendrai. C'est comme si elle avait déjà commencé une sorte de reconnaissance de leur famille dès qu'ils avaient emménagé. Et donc, Derek lit cette lettre et se rend compte que celui qui envoie cela n'est pas un voisin amical à ce stade, c'est quelqu'un qui a l'intention de leur faire du mal d'une manière ou d'une autre. Alors il prend la lettre, court vers la maison, ferme toutes les fenêtres, verrouille toutes les portes, sort de la maison et va directement là où se trouve sa femme et ses enfants dans leur ancienne maison, et ils appellent immédiatement la police. La police arrive, lit la lettre et dit « Qu'est-ce que c'est ? Vous avez des ennemis ? Qui vous a écrit cela ?» Parce que même le langage dans la lettre était comme... Ce n'était pas exactement de l'anglais ancien, mais cela s'en approchait. C'était une écriture étrange, et c'était simplement harcelant et horrible, et la police ne savait pas vraiment quoi faire de cela. Derek et Maria étaient évidemment très perturbés. Ils n'avaient pas encore emménagé dans la maison, mais c'était une grande cause de préoccupation. La lettre n'avait pas d'adresse d'expéditeur, mais à la fin de la lettre, il y avait juste écrit « Qui suis-je ? Je pourrais être quelqu'un qui passe devant votre maison tous les jours, je pourrais être quelqu'un qui conduit devant votre maison tous les jours, je pourrais être l'un de vos voisins, je pourrais être n'importe qui que vous voyez n'importe quel jour, et vous ne le saurez jamais. » Et puis, il a simplement signé comme le veilleur. Après que la police soit partie cette nuit-là et ait promis de lancer sa propre enquête, Derek et Maria étaient complètement nerveux, alors ils ont écrit un email, même s'il était très tard, à la famille Woods, qui était la famille qui leur avait vendu la maison, et ils leur ont dit « Eh, nous venons de recevoir cette étrange lettre de menace. Avez-vous déjà reçu quelque chose comme ça ?» Parce que le veilleur affirmait les avoir surveillés tout le temps qu'ils étaient là. La famille Woods a répondu en disant que, environ 3 jours avant de quitter la maison, ils avaient reçu une lettre. Elle n'était pas menaçante, elle les remerciait simplement pour leur temps dans la maison et pour l'avoir traitée avec respect, et disait qu'ils prendraient soin de la maison à l'avenir, et que cette personne la surveillerait pour eux, et elle était signée comme le veilleur. Mais, pour être honnête, ils n'y ont pas beaucoup pensé, ils l'ont froissée et l'ont jetée. Alors les Broadus décident de ne pas se précipiter pour emménager dans la nouvelle maison. Ils avaient envisagé de le faire, mais ils s'arrêtent et décident que, avec cette lettre, il serait peut-être préférable d'attendre un peu. Et ainsi, Derek et Maria faisaient des allers-retours pendant la journée avec les enfants, allaient refaire des rénovations, s'assuraient que les entrepreneurs qui étaient là faisaient du bon travail et que la maison était en ordre, puis retournèrent dans la maison où ils vivaient encore. Environ 2 semaines après que cette lettre ait été trouvée, Maria est là avec les enfants et arrive à la nouvelle maison et voit qu'il y a une autre lettre du veilleur, la même enveloppe, la même écriture à l'extérieur. Alors elle appelle immédiatement la police, même avant de la lire. Elle l'ouvre et dit « Bienvenue à nouveau dans votre nouvelle maison au 657 boulevard. Les travailleurs ont été occupés. Je vous observe pendant que vous déballez vos affaires. Les poubelles sont une bonne touche. Avez-vous trouvé ce qu'il y a dans les murs ? Le temps le dira. » Le veilleur continue en identifiant chacun des enfants par un surnom et par l'ordre de naissance, ce qui implique que, qui que ce soit, était assez proche de Maria ou Derek quand ils parlaient directement à leurs enfants, utilisant leurs surnoms pour les entendre. Parce que c'est une chose de connaître les noms complets des enfants, il est possible que vous ayez pu les chercher en ligne ou quelque chose comme ça, mais connaître leurs surnoms implique un niveau de proximité que, bien qu'ils savaient que le veilleur était probablement dans le voisinage, cela signifiait presque définitivement qu'ils étaient pratiquement sur eux. Et ça devient plus effrayant. Le veilleur, dans cette lettre, demande également à propos de l'un des enfants et dit « Sera-t-elle une artiste ? Je l'ai vue utiliser son chevalet hier. » Eh bien, le chevalet que cet enfant utilisait était dans une chambre à l'arrière de la maison qui était en grande partie obscurcie par des arbres et des buissons. Il n'y avait vraiment qu'un seul point de vue d'où vous pouviez voir cet enfant, ce qui signifiait que vous étiez pratiquement sur la propriété, pratiquement à portée de vue de quiconque était là, et avec Maria et Derek, et pratiquement tout le monde en alerte maximale pour repérer cette personne. Cela semblait étrange qu'il puisse voir cet enfant travailler sur son chevalet dans cette pièce cachée sans être vu. Et puis, bien sûr, il scelle l'affaire en rendant cette lettre totalement terrifiante en disant « Est-ce que vos enfants vont au sous-sol ? J'aurais peur si j'étais eux, c'est loin du reste de la maison, et si vous étiez à l'étage, vous n'entendriez jamais leurs cris. Qui a les chambres donnant sur la rue ? Je le saurai dès que vous emménagerez, alors je pourrai mieux planifier. »
À ce stade, Derek et Maria sont en mode de crise totale, parce que c'est une chose d'être observé, ce qui est mauvais. Mais c'est une autre chose quand la personne qui vous observe menace maintenant ouvertement votre famille, vos enfants. C'est une situation grave. Alors Derek et Maria, à ce stade, ne savent pas s'ils emménageront un jour dans cette nouvelle maison. Cela semble dangereux, et ainsi, pendant quelques semaines, ils se demandent s'il vaut la peine de déménager ou non. Et ils ne sont pas là. Ils ne vont pas du tout dans la nouvelle maison. Et une troisième lettre arrive qui dit en gros « Où sont-ils » La maison leur manque, évidemment de la part du veilleur. À un moment donné, entre la première et la troisième lettre, Derek parlait avec John Schmidt, qui vivait à 2 maisons de leur nouvelle propriété sur Boulevard, et John disait que Derek devrait enquêter sur les Langford, qui étaient une famille vivant juste à côté de leur nouvelle maison, une famille un peu étrange. C'était une mère de 90 ans et ses enfants adultes qui vivaient avec elle, tous dans la soixantaine. L'un des fils, Michael, était connu dans la région pour être un peu bizarre. Il marchait souvent sur les propriétés des autres, des petites choses comme ça, mais aussi, il regardait par les fenêtres, donnant l'impression qu'il était un peu étrange et que les gens n'aimaient pas être près de lui. Derek mentionne cela à la police, disant « Vous devriez enquêter sur Michael Langford, il vit juste à côté de chez nous, les voisins disent qu'il est un peu bizarre. » La police lui répond « En fait, c'était la première personne à qui nous avons parlé. Nous l'avons amené, l'avons interrogé, il a nié, nous n'avons pas de preuves pour le relier à cela, et nous ne pensons pas que ce soit lui. » Ensuite, plus tard dans l'enquête, ils ont fait un test ADN sur l'une des lettres et ont découvert que c'était de l'ADN d'une femme, ce qui a effectivement écarté Mike Langford. Mais les Langford avaient une fille, alors ils ont décidé que cela pouvait être elle. Ils ont obtenu une bouteille d'eau d'elle, l'ont testée et cela ne correspondait pas, donc les Langford ont été écartés. Derek devenait de plus en plus paranoïaque et en colère. Il est passé de la peur de ceux qui pourraient potentiellement arriver à un sentiment de « Comment osez-vous menacer ma famille, mes enfants ?» Et il a commencé à dire à la police « Si vous ne trouvez pas qui fait cela, je le découvrirai moi-même, et alors vous ne traiterez pas une affaire de harcèlement, vous traiterez une affaire d'un autre genre, vous comprenez ?» Et la police lui a dit « Ne fais rien de fou, nous travaillons aussi dur que nous pouvons, mais il n'y a pas grand-chose avec quoi travailler ici. » Derek n'était pas d'accord avec cela. Il a installé un système élaboré de caméras à l'intérieur et autour de la maison, la nouvelle maison. Il a commencé à rester dans la nouvelle maison, éteignant toutes les lumières et se cachant derrière les fenêtres, observant la boîte aux lettres avec l'espoir de pouvoir confronter quiconque s'approchait de lui. Il a fini par engager 2 anciens agents du FBI pour lancer leur propre enquête privée. Il a engagé un expert en écriture manuscrite pour analyser les lettres et voir s'il pouvait obtenir des détails sur qui était cette personne et potentiellement faire un profil d'eux. Et cette personne, tout ce qu'elle a pu conclure, c'est que c'était quelqu'un qui était vraiment en colère. Mais toutes ces choses n'ont vraiment mené à aucun résultat. Derek était devenu obsédé et était prêt à faire pratiquement n'importe quoi pour découvrir qui diable écrivait ces lettres. À ce stade, les Broadus avaient déjà vendu leur ancienne maison. Ils vivaient encore dedans parce qu'ils n'avaient pas emménagé dans la nouvelle maison, la maison qui était surveillée. Mais à un moment donné, les nouveaux propriétaires de la maison qu'ils ont vendue étaient prêts à emménager. Alors les Broadus ont dû emménager avec la famille de Maria, mais ils payaient encore l'hypothèque du 657 boulevard. À ce stade, la communauté a commencé à diffuser des rumeurs sur la famille Broadus. Les gens pensaient que la raison pour laquelle ils n'emménageaient pas dans cette magnifique nouvelle maison était parce qu'ils étaient en instance de divorce ou qu'ils avaient des problèmes juridiques. Les lettres et ceux qui se passaient avec ces lettres n'étaient pas quelque chose de largement connu. Il y avait des spéculations à ce sujet, mais personne ne savait vraiment avec certitude. Alors Derek et Maria sont progressivement devenus des parias et finalement ont décidé qu'ils vendraient simplement cette maison, cette nouvelle maison qu'ils avaient achetée parce qu'ils avaient besoin de l'argent. Ils avaient investi beaucoup d'argent dedans et ils ont pensé « Tu sais quoi, nous vendrons la maison et nous passerons à autre chose. » Mais au moment où ils l'ont mise en vente, il y avait déjà suffisamment de rumeurs sur l'étrangeté autour de cette maison et pourquoi personne n'y emménageait, et l'étrangeté avec Derek et Maria, que personne ne voulait l'acheter. Alors, initialement, ils ont listé cette propriété au-dessus de ce qu'ils avaient payé, car ils avaient investi 100 000 $ dans la maison en rénovation. Ils continuaient simplement à faire des rénovations et c'était leur façon de justifier de ne pas emménager. Ils disaient « Eh bien, continuons à l'améliorer. Ce sera mieux quand nous emménagerons. »
Mais tu sais, ils ont mis 100 000 $ et personne n'a mordu à l'hameçon. Ils ont baissé le prix, personne n'a mordu à l'hameçon, ils ont continué à baisser le prix jusqu'à ce que ce soit un déficit total. Et pourtant, personne n'a fait d'offre, donc elle est restée vacante. À ce stade, Maria et Derek ont dirigé leur frustration vers les anciens propriétaires, car comme je l'ai mentionné précédemment, ils avaient reçu une lettre du veilleur. Bien sûr, c'était à la fin de leur séjour dans cette maison, mais c'était avant de remettre les clés à la famille Broadus, et Derek et Maria ressentaient que le fait qu'ils aient reçu une lettre anonyme, qui était littéralement signée « Le Veilleur », ce nom seul était suffisamment inquiétant pour qu'ils croient que la famille Woods aurait dû le révéler à la famille Broadus avant de déménager. Alors ils ont déposé une plainte légale contre la famille Woods, disant essentiellement qu'ils avaient dissimulé des informations qui potentiellement nous auraient empêchés de déménager et de ne pas avoir ce problème. Derek et Maria ont été assurés par leur équipe juridique que, dans le meilleur des CA, un petit journal juridique pourrait reprendre cette plainte et ce serait tout. Mais l'histoire a été reprise par plusieurs médias. Le fait qu'ils ont déposé une plainte contre les anciens propriétaires à cause d'un harceleur et soudainement, ils étaient dans toutes les nouvelles. La famille Broadus a reçu plus de 300 demandes de médias, il y avait des stations de télévision et des journalistes campés dans le jardin avant, tout le monde voulait savoir ce qui se passait avec cette étrange affaire du veilleur. C'est devenu un grand sujet, et ainsi, pour Derek, Maria et leur famille, ils ont dû quitter Westfield parce qu'ils ne se sentaient pas seulement en danger, parce qu'ils étaient surveillés par cette menace fantôme, mais ils ne pouvaient plus échapper à la pression médiatique et à toutes les spéculations de leurs voisins curieux. C'était un désastre total. Finalement, la famille Broadus a reçu une bonne nouvelle, littéralement des années après l'envoi de la première lettre et après avoir investi tout leur argent dans cette nouvelle maison. Une famille a accepté de louer la maison. Maintenant, ce serait une perte pour la famille Broadus. L'argent du loyer ne couvrirait même pas l'hypothèque, mais pour eux, qui avaient été assis sur cette propriété inutile qui avait juste dévoré leurs finances, c'était une grande victoire. La famille Broadus a inclus dans le contrat avec cette nouvelle famille que, si elle recevait une autre lettre, elle pourrait résilier le contrat. Alors la nouvelle famille a emménagé, et 2 semaines après leur arrivée, devine ce qui s'est passé? Une autre lettre est apparue. Tu te demandes qui est le veilleur? Tourne la tête, imbécile. Peut-être même que tu m'as salué, l'un de ces prétendus voisins qui n'a aucune idée de qui pourrait être le veilleur, ou peut-être qu'ils le savent et ont trop peur de le dire à quelqu'un. Mes soldats du boulevard ont suivi mes ordres à la lettre, ils ont accompli leur mission et ont sauvé l'âme du 657 boulevard sous mes ordres. Que tout le monde loue le veilleur. Le locataire a également été mentionné dans cette lettre et a certainement été effrayé, mais ils ont décidé qu'ils étaient prêts à rester parce qu'ils savaient que cela pouvait arriver. Ils ont seulement demandé à la famille Broadus d'installer encore plus de caméras et ils l'ont fait, ils ont installé plus de caméras et ont décidé de rester. Derek et Maria étaient évidemment découragés, mais en même temps, ils avaient maintenant plus de preuves contre le veilleur. Ils ont pris cette nouvelle lettre, l'ont apportée à la police, et, malheureusement, comme avec les quelques autres lettres qu'ils avaient reçues, il n'y avait pas grand-chose à travailler, à part que tu as cette personne qui prétend les surveiller, mais sans preuve solide qui les relie à quelqu'un. Alors, encore une fois, cela n'a mené nulle part. Après avoir loué cette maison pendant un certain temps à cette famille avec des pertes, la famille Broadus, en 2019, a finalement décidé de vendre la maison avec un déficit de 400 000 $. C'était un cauchemar total et à ce stade, ils étaient prêts à payer 400 000 $ pour s'en débarrasser. Avant de la vendre, ils ont reçu une dernière lettre et voici ce qu'elle disait. « Tu es méprisé par la maison et par le veilleur. » Malgré l'enquête de la police et l'enquête non officielle menée par les enquêteurs privés de Derek, nous ne sommes pas un pas plus près de découvrir qui est le veilleur ou CE qui est caché dans les murs. Tout reste un grand mystère. Beaucoup de gens ont spéculé que la famille Broadus, en particulier Derek, était celui qui écrivait les lettres parce qu'en fait, plus tard, il a admis avoir écrit plusieurs lettres anonymes à des personnes dans la communauté qui avaient mal parlé de lui et de sa famille, mais il a dit que c'était purement par frustration, qu'il voulait les effrayer et leur faire ressentir ce que c'était que d'avoir le veilleur les surveillant. Mais il a dit que toute cette situation les a vraiment dévastés financièrement et émotionnellement et que cela a ruiné leur capacité à rester dans la ville qu'ils aimaient tant. Alors l'idée qu'ils en bénéficieraient n'est pas une théorie très solide à mon avis. De plus, récemment, Netflix a acheté les droits de leur histoire, mais si Derek et sa famille avaient dit
Ce que nous allons faire, c'est créer ce mystère élaboré autour de nous pendant des années pour assurer les droits d'un film. Ils soumettraient leurs enfants à quelque chose de si traumatisant. Alors l'idée que tes enfants doivent vivre avec la peur d'être attaqués et d'être harcelés à l'école parce que tout le monde parle dans ces communautés, cela semble également farfelu. Cela reste un mystère de savoir qui est le veilleur, mais jusqu'à ce jour, c'est encore un mystère. Depuis que j'ai l'usage de la raison, j'ai toujours été une personne tranquille, quelqu'un qui apprécie la solitude et le silence. Ma routine quotidienne était marquée par la monotonie, ce qui ne me dérangeait absolument pas. Ma vie aux États-Unis, dans une banlieue paisible et apparemment sûre, était simple. Je me levais tôt, je prenais une tasse de café dans la cuisine en observant le lever du soleil, puis je me dirigeais vers le travail, et à la fin de la journée, je rentrais chez moi, mon refuge personnel, où je pouvais me déconnecter du monde extérieur. Cependant, je n'aurais jamais imaginé que cette tranquillité serait si brutalement interrompue, et que ma vie, autrefois prévisible et sereine, se transformerait en un cauchemar que je ne parviens toujours pas à comprendre pleinement. Je me souviens parfaitement du jour où tout a commencé. C'était un mardi comme les autres. Je suis rentré chez moi après une longue et épuisante journée de travail. La journée avait été compliquée, avec des réunions interminables et des échéances qui semblaient approcher à la vitesse d'un train incontrôlable. J'avais hâte de rentrer chez moi, mon sanctuaire, et de me déconnecter du stress de la journée. En entrant dans le petit jardin devant ma maison, quelque chose d'inhabituel attira mon attention. Une petite enveloppe blanche reposait au fond de ma boîte aux lettres, comme si elle attendait patiemment d'être découverte. Il n'y avait aucun expéditeur, ni de timbre, juste mon nom écrit en grosses lettres maladroites. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est qu'il s'agissait d'une erreur, peut-être une lettre destinée à un voisin qui avait été placée au mauvais endroit. Cependant, la curiosité l'emporta, et sans y réfléchir davantage, j'ouvris l'enveloppe. À l'intérieur, il n'y avait qu'une feuille de papier, pliée méticuleusement, comme si celui qui l'avait écrite avait pris le temps de s'assurer que tout était en parfait ordre. En la dépliant, je découvris une seule phrase écrite à l'encre noire, dans une écriture qui semblait enfantine, mais qui avait en même temps quelque chose de troublant. « Je t'observe ». 3 mots qui, dans un autre contexte, auraient pu sembler une simple plaisanterie, mais qui, à ce moment-là, étant donné les circonstances, me firent frissonner. Qui m'observait? Pourquoi quelqu'un laisserait-il une telle note dans ma boîte aux lettres? J'essayais de me convaincre qu'il ne s'agissait que d'une mauvaise plaisanterie, peut-être d'un adolescent du quartier qui s'ennuyait. Mais malgré mes tentatives de rationalisation, un sentiment d'inquiétude commença à grandir en moi. Les jours passèrent, et bien que j'essayais de rester calme, je ne pouvais m'empêcher de penser à cette lettre chaque fois que je rentrais chez moi. Ma routine commença à en être affectée. Je me mis à regarder par-dessus mon épaule chaque fois que je marchais dans la rue, et chaque ombre, chaque bruit étrange me faisait sursauter. Pourtant, je me disais que je ne devais pas me laisser emporter par la paranoïa, que ce n'était sûrement rien. Cependant, ce sentiment d'être observé ne disparut jamais complètement. Une semaine plus tard, alors que je commençais à me convaincre que tout cela n'était qu'une simple plaisanterie, je trouvai une autre enveloppe dans ma boîte aux lettres. Cette fois, l'enveloppe était soigneusement scellée avec du ruban adhésif, comme si celui qui l'avait placée là voulait s'assurer que seul moi pourrais l'ouvrir. En la sortant de la boîte aux lettres, je remarquai qu'elle avait un poids inhabituel, ce qui fit battre mon cœur plus fort dans ma poitrine. Je sentais un nœud dans l'estomac, tandis que j'ouvrais l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait une autre note, écrite avec la même écriture enfantine, mais cette fois le message était encore plus perturbant. « Ne te cache pas de moi ». À côté de la note, il y avait une petite photographie sur laquelle on me voyait marcher vers ma voiture, apparemment prise depuis un endroit proche de chez moi. L'angle de la photographie indiquait clairement que celui qui l'avait prise était suffisamment près pour voir chaque détail. Ma peau se hérissa en réalisant que cette personne, qui qu'elle soit, ne se contentait pas de m'observer, mais qu'elle se rapprochait de moi plus que je ne pouvais le supporter. Ma vie, qui s'était auparavant déroulée dans une calme absolue, commença à s'effondrer. La tranquillité de mon foyer fut envahie par une peur constante, une sensation que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Les lettres continuèrent d'arriver, chacune plus troublante que la précédente.
Un soir, alors que je vérifiais la boîte aux lettres, je trouvais une troisième lettre. Cette fois, l'enveloppe était sale, tachée de CE qui semblait être de la boue, et l'écriture, bien que toujours reconnaissable, était quelque peu déformée. En l'ouvrant, le message était court et simple. « Je sais où tu travailles ». J'eus l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Ce n'était plus seulement un observateur distant. Cette personne connaissait des détails de ma vie, savait où je passais la majeure partie de mon temps. La peur commença à envahir chaque aspect de mon existence. Chaque fois que je recevais l'une de ces lettres, l'anxiété augmentait. Je commençais à remarquer des détails qui m'échappaient auparavant. La voiture qui passait lentement devant ma maison tous les matins, les regards furtifs des gens dans la rue, l'ombre qui semblait bouger derrière moi lorsque je me dirigeais vers ma voiture à la fin de la journée. Je ne me sentais en sécurité nulle part. La paranoïa s'installa dans mon esprit, transformant chaque moment de ma vie en une torture constante. Le terreur atteignit un nouveau niveau lorsqu'un matin, en sortant de chez moi pour aller travailler, je trouvai un petit paquet enveloppé de papier sombre, laissé juste devant la porte d'entrée. Au début, je pensais qu'il pourrait s'agir d'une livraison erronée, mais en voyant qu'il n'y avait ni adresse ni expéditeur, la peur s'empara à nouveau de moi. Avec des mains tremblantes, je ramenai le paquet à l'intérieur de la maison et l'ouvris avec précaution. À l'intérieur, il y avait une petite boîte, et en l'ouvrant, je découvris une photographie qui me laissa sans voix. C'était une image de moi, dormant dans mon lit. La photographie avait été prise sous un angle qui n'aurait pu être obtenu que de l'intérieur de ma chambre. Le sentiment de vulnérabilité qui m'envahit à ce moment-là fut accablant. Comment quelqu'un avait-il pu entrer chez moi sans que je m'en rende compte ? Combien de fois cette personne s'était-elle approchée de moi pendant que je dormais, complètement inconscient de sa présence ? Cette nuit-là, je ne pus fermer l'œil. Je restais éveillé, assis sur mon lit, avec toutes les lumières allumées et une batte de baseball à la main, tremblant de peur. Chaque petit bruit, chaque craquement dans la maison faisait battre mon cœur à toute allure, m'imaginant qu'à tout moment cette personne pourrait réapparaître. Je revis les enregistrements des caméras de sécurité que j'avais installées dans la maison, mais à ma grande surprise, je remarquai que dans les enregistrements des dernières semaines, il y avait des segments de temps entièrement vides. Des heures entières de vidéos avaient simplement disparu, comme si quelqu'un avait délibérément effacé les images. Le niveau de terreur auquel je faisais face était indescriptible. J'avais l'impression de perdre le contrôle de ma vie. Le lendemain, je reçus un appel d'un numéro inconnu. En répondant, tout ce que j'entendis fut un silence lourd, oppressant, qui semblait durer une éternité avant que l'appel ne soit brusquement coupé. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, et la panique s'empara de moi. Je savais que c'était elle, qui qu'elle soit, jouant avec mon esprit, me faisant sentir encore plus vulnérable et impuissant que je ne l'étais déjà. Les semaines passèrent, et les lettres, les appels et les étranges cadeaux continuèrent. Un soir, en rentrant chez moi après une journée de travail particulièrement longue, je trouvai une autre enveloppe dans ma boîte aux lettres. Je ressentis un mélange de peur et de résignation en la sortant de la boîte aux lettres. Ce n'était plus une nouveauté de trouver ces messages troublants, mais cela ne les rendait pas moins effrayants. En ouvrant l'enveloppe, je découvris une autre photographie, cette fois de moi en train de dîner seul dans ma cuisine. L'angle de la photo était clair. Elle avait été prise de l'extérieur, à travers la fenêtre de la cuisine, depuis un endroit caché parmi les buissons qui entouraient ma maison. Je ressentis des nausées. Je ne pouvais pas croire que quelqu'un pouvait être aussi proche de moi, m'observant de manière si intrusive. J'essayais de chercher de l'aide. J'allais à la police, j'apportais toutes les lettres, les photographies et les paquets que j'avais reçus. Les agents prirent ma déposition et m'assurèrent qu'ils enquêteraient sur l'affaire, mais au fond de moi, je savais qu'ils ne pourraient pas faire grand-chose. Il n'y avait pas suffisamment de preuves, pas de témoins, et celui qui me harcelait semblait toujours avoir une longueur d'avance. Les lettres et les cadeaux ne cessèrent pas, et ils devinrent de plus en plus macabres. Un matin, je trouvai une poupée défigurée dans ma boîte aux lettres, avec le visage déformé et une mèche de cheveux attachée au cou. Une autre fois, je reçus une boîte pleine de feuilles mortes et un message qui disait « L'automne apporte la mort ». Ce geste devenait de plus en plus inquiétant, et chaque fois que j'en trouvais un, j'avais l'impression que mon esprit se brisait un peu plus. La terreur atteignit son paroxysme lorsqu'une nuit, en vérifiant mes emails, je reçus un message d'une adresse inconnue. L'objet du message disait simplement « Ton temps est compté ».
J'ouvris le message avec le cœur serré et ce que je vis me glaça le sang. Il y avait plusieurs photos de moi en pièces jointes, prises à différents moments de la journée, chez moi, au travail, même lorsque je marchais dans la rue. Les images étaient accompagnées de messages perturbants. « J'adore ce que tu portais aujourd'hui » ou « As-tu apprécié le repas que tu as préparé hier soir ?» Le niveau de détail et la proximité avec laquelle les photos avaient été prises me firent réaliser que cette personne était beaucoup plus proche que je ne l'imaginais. Je ressentis une terreur paralysante, sachant que j'étais observé à tout moment, peu importe ce que je faisais ou où je me trouvais. Enfin, le 1er août, je reçus la dernière lettre. Cette fois, elle était écrite avec un stylo rouge, et les mots semblaient presque saigner sur le papier. Le message était bref, mais dévastateur. « Ton temps est compté. Bientôt, je serai plus proche que tu ne l'imagines. » Je sentis mon cœur s'arrêter un instant en lisant ces mots. Cette lettre fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Je savais que je ne pouvais plus continuer à vivre ainsi, dans une peur et une paranoïa constantes. Je décidai de tout laisser derrière moi. J'abandonnai mon travail, changeai de numéro de téléphone et vendis ma maison. Je pensais que déménager ailleurs me donnerait la paix que je désirais tant, mais la vérité est que peu importe où j'irais, la peur me suivrait. Je ne peux m'empêcher de penser qu'elle, qui qu'elle soit, me suit toujours. À ce jour, je ne sais pas qui est cette femme, ni pourquoi elle m'a choisi comme cible. Tout. Ce que je sais, c'est que ma vie ne sera plus jamais la même. Je vis dans une paranoïa constante, attendant que chaque jour puisse être le dernier où je verrai la lumière du soleil. Et bien que j'ai fait tout mon possible pour échapper à cette situation, l'ombre de cette femme continue de me hanter, me rappelant chaque jour que le danger est toujours présent. Voici mon histoire. Un récit de la manière dont une vie tranquille et paisible peut se transformer en un enfer de peur et de paranoïa lorsqu'un harceleur décide de faire de votre vie son obsession. Et bien que j'ai tenté de tout laisser derrière moi, la vérité est que je ne pourrai jamais complètement m'échapper. J'attends toujours le jour où cette femme réapparaîtra, et quand cela arrivera, je ne sais pas si je serai prêt à affronter ce qui viendra. Je m'appelle Anna, bien que dans l'industrie du cinéma pour adultes, je sois connue sous un pseudonyme que je préfère garder privé. Ces dernières années, j'ai travaillé comme modèle dans ce domaine, gagnant un nombre considérable de fans et, avec cela, une popularité qui m'a permis de vivre de ce que j'aimais faire. Sur des plateformes comme OnlyFans, j'ai construit une base solide d'abonnés qui appréciaient non seulement mon contenu, mais respectaient également les limites que j'avais moi-même établies. Pour moi, cette carrière était plus qu'un travail. C'était une forme d'expression, un espace où je pouvais être moi-même sans craindre d'être jugé. Cependant, tout a changé de manière radicale lorsqu'un homme inconnu a commencé à envahir chaque recoin de ma vie, transformant ce qui était autrefois une source d'autonomisation en un cauchemar constant. Tout a commencé de manière presque imperceptible, comme une petite fissure dans un mur qui, avec le temps, s'élargit jusqu'à ce que toute la structure s'effondre. Au début, il n'y avait rien d'anormal. Je recevais les messages habituels d'admiration qui venaient toujours de mes abonnés. Des compliments sur mon apparence, des mots de soutien et des remerciements pour mon contenu. Il n'était pas rare que certains de ces messages deviennent plus personnels, voire suggestifs, mais j'étais habitué à gérer ces situations avec professionnalisme. Cependant, un message se démarqua des autres, non pas par son contenu explicite, mais par le ton dans lequel il était écrit. Il disait quelque chose comme « J'ai rêvé de t'avoir pour moi, attaché à mon lit, et de ne jamais te laisser partir. » En le lisant, j'ai ressenti un frisson me parcourir le dos. C'était différent, plus sinistre, comme si ce n'était pas seulement une fantaisie, mais une déclaration d'intention. J'ai tenté de ne pas y prêter trop d'importance, me convainquant qu'il s'agissait simplement d'un autre abonné qui avait laissé sa fantaisie aller trop loin. Mais au fond de moi, une partie de moi ne pouvait ignorer le sentiment de malaise que ce message avait laissé. À partir de ce jour, j'ai commencé à recevoir plus de messages de cet utilisateur, chacun plus troublant que le précédent. Ce n'étaient plus seulement des mots d'admiration ou des désirs sexuels. C'étaient des menaces voilées qui montraient clairement que cette personne n'était pas satisfaite de simplement observer à distance. « Un jour, tu n'auras nulle part où te cacher de moi », disait un des messages. « Je vais faire en sorte que tes cris soient la seule chose que l'on entendra la nuit », lisais-je dans un autre.
Chaque fois que j'ouvrais ma boîte de réception, je sentais mon cœur s'accélérer, craignant ce que je pourrais y trouver. À mesure que les messages devenaient plus fréquents et plus sombres, mon anxiété commença à augmenter. Cependant, je me suis forcé à continuer. Dans cette industrie, il faut parfois faire face à des personnes qui ne comprennent pas la différence entre fantaisie et réalité, ou du moins, c'est ce que je me disais pour ne pas laisser la peur m'envahir. J'ai bloqué cet utilisateur sur toutes les plateformes, convaincu que cela mettrait fin au message. Mais il ne fallut pas longtemps pour que je me rende compte que cela allait bien au-delà du numérique. Un matin, après une nuit agitée où j'avais à peine pu dormir, je me rendis à la salle de sport pour essayer de me vider l'esprit. Cela faisait partie de ma routine quotidienne. L'exercice m'aidait à rester en forme et à évacuer le stress accumulé. En sortant de chez moi, je remarquai quelque chose d'inhabituel devant la porte d'entrée. Un petit paquet enveloppé dans du papier marron foncé, sans aucune étiquette ni expéditeur. Mon cœur commença à battre fort alors que je le ramassais. Je ressentis un nœud dans l'estomac, une intuition me disant que ce paquet n'apportait rien de bon. En l'ouvrant, je découvris une corde en soie noire et une paire de menottes en métal. Il y avait aussi une note écrite à la main avec une calligraphie soignée que je reconnus immédiatement. Pour quand je t'aurai enfin dans mon lit. Je restais là, debout devant ma porte, le paquet à la main, sentant le terreur m'envahir. La corde et les menottes étaient bien plus que des objets. C'était une menace tangible, une promesse de ce que cet homme prévoyait de me faire. Je courus à l'intérieur de la maison, fermant la porte derrière moi avec force. Je ne pouvais pas m'arrêter de trembler. J'avais l'impression de perdre le contrôle de ma vie, de ne plus avoir de refuge sûr où me cacher. Ce même après-midi, je décidai d'aller à la police. J'apportai le paquet et les notes que j'avais reçues dans l'espoir qu'ils puissent m'aider. Les agents écoutèrent mon histoire, prirent ma déposition et m'assurèrent qu'ils enquêteraient sur l'affaire. Cependant, leurs paroles ne m'apportèrent aucun sentiment de sécurité. Il n'y avait pas suffisamment de preuves pour identifier cette personne. Tout ce qu'ils avaient, c'était des messages anonymes et un paquet sans expéditeur. Ils me recommandèrent de rester calme, d'être vigilante et de signaler tout autre incident. Je quittai le commissariat en me sentant plus seul et vulnérable que jamais. Les jours suivants furent un enfer. Peu importait ce que je faisais, je ne pouvais me débarrasser du sentiment d'être observé. Je commençais à remarquer de petits détails qui m'échappaient auparavant. La voiture qui passait lentement devant ma maison, à la même heure tous les jours, les ombres qui semblèrent bouger dans la rue lorsque je sortais à la tombée de la nuit, les regards des étrangers qui duraient une seconde de trop. Je savais que je ne pouvais pas vivre ainsi, mais je ne savais pas quoi faire pour l'arrêter. Chaque fois que je recevais une notification sur mon téléphone, mon cœur s'arrêtait une seconde, craignant que ce soit un autre message de lui. Mes nuits devinrent encore plus troublées. Je commençais à recevoir des appels de numéros inconnus, toujours au milieu de la nuit. En décrochant, tout ce que j'entendais était une respiration lourde de l'autre côté de la ligne avant que l'appel ne soit brusquement coupé. J'essayais de ne pas y penser, mais la peur s'était installée en moi d'une manière que je ne pouvais ignorer. Je commençais à dormir avec toutes les lumières allumées, et chaque petit bruit dans la maison me faisait bondir du lit, convaincu que quelqu'un était entré. Mon foyer, qui avait autrefois été mon refuge, était devenu une prison de peur. Le harcèlement commença à affecter mon travail. Je ne pouvais plus me concentrer sur la création de contenu. Chaque fois que j'essayais de filmer quelque chose, mon esprit se remplissait d'images terrifiantes de ce que cet homme pourrait me faire s'il me trouvait un jour. Mes abonnés commencèrent à remarquer mon absence, se demandant pourquoi je ne publiais plus autant qu'avant, mais je ne pouvais pas leur dire la vérité. Comment leur expliquer que j'étais harcelé par un homme qui semblait déterminé à détruire ma vie? Je me retirai donc simplement, espérant que la situation se résoudrait d'elle-même, mais sachant au fond de moi que cela était peu probable. Les choses empirèrent lorsque je commençai à recevoir des photographies de moi-même, prises à des moments et des endroits où je pensais être seul. La première fut la plus perturbante. C'était une image de moi sortant de la douche, prise depuis l'extérieur de ma maison, à travers la fenêtre de la salle de bain. Je restais pétrifié en voyant la photo, incapable de comprendre comment quelqu'un avait pu s'approcher aussi près sans que je m'en aperçoive. Cette image confirma ce que je craignais depuis des semaines. Il ne se contentait pas de m'observer, il me traquait. Chaque fois que je sortais de chez moi, je sentais sa présence, même si je ne le voyais jamais. Il était toujours là, caché dans l'ombre,
attendant le moment parfait pour passer à l'action. Je commençais à recevoir des cadeaux, chacun plus macabre que le précédent. Une fois, je trouvais un paquet contenant un petit couteau bien aiguisé, accompagné d'une note qui disait « Pour quand nous atteindrons enfin le point culminant ?» Une autre fois, il m'envoya une photographie d'une poupée brisée, avec les yeux arrachés et le corps brûlé, et un message qui disait « C'est ce qui t'arrivera si tu essaies de fuir ». Ma vie était devenue une spirale de paranoïa et de terreur. Je cessais complètement de sortir de chez moi, annulais tous mes rendez-vous et m'isolais du monde extérieur. Je commençais à travailler moins, à filmer moins de contenu, jusqu'à ce que je réalise finalement que je ne pouvais plus continuer. Je savais que cet homme ne s'arrêterait pas, que chaque mesure que je prenais pour me protéger ne faisait que le motiver davantage. La peur avait envahi ma vie d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Le harcèlement atteignit son paroxysme lorsque je reçus une lettre dans laquelle il décrivait avec des détails glaçants ce qu'il prévoyait de me faire lorsqu'il me trouverait. « Je t'attacherai à mon lit, je te ferai crier de plaisir et de douleur, jusqu'à ce que tu ne puisses plus les distinguer l'un de l'autre, » disait la lettre. « Je vais te posséder d'une manière que tu n'as jamais imaginée, et quand j'aurai fini, il ne restera rien de la femme que tu es maintenant. » Ce fut la goutte d'eau. Je savais que je ne pouvais plus continuer à vivre ainsi, avec cette peur constante qui m'étouffait. Je décidai d'arrêter de créer du contenu sur OnlyFans pendant un certain temps, jusqu'à ce que je puisse trouver un moyen de me sentir à nouveau en sécurité. Mais même après avoir pris cette décision, la peur ne disparut pas. Ma vie, autrefois contrôlée et structurée, était désormais marquée par la paranoïa. Chaque bruit dans la nuit, chaque ombre que je voyais par la fenêtre, me rappelait que cet homme était là, quelque part, guettant, attendant. Les jours devinrent interminables. Je ne trouvais plus de réconfort en rien. J'avais cessé de parler à mes amis proches, de rendre visite à ma famille, de faire quoi que ce soit qui me procurait de la joie. Tout ce que je faisais, chaque action que je prenais, était motivé par la peur. Même dans ma propre maison, je ne pouvais pas me détendre. Les fenêtres étaient toujours fermées et couvertes, les portes verrouillées à double tour, et chaque fois que je sortais dans le jardin, je le faisais avec une boule dans l'estomac, m'attendant à trouver un nouveau cadeau de cet homme. Mes abonnés remarquèrent mon absence. Au début, je recevais des messages inquiets, me demandant si tout allait bien, si j'avais besoin de soutien. Certains offraient même de l'aide financière, pensant que je traversais peut-être une mauvaise période. Mais je ne pouvais pas leur dire la vérité. Je ne pouvais pas admettre que ma vie avait été détruite par un harceleur qui semblait déterminé à me pousser à la folie. Cependant, le silence de ma retraite temporaire ne dura pas longtemps. Un jour, alors que je vérifiais mes emails, je reçus un message d'une adresse inconnue. L'objet du courrier disait simplement « Tu ne peux pas te cacher de moi ». En l'ouvrant, je tombais sur une série de photographies de moi, prises dans des endroits où je pensais être complètement seul. Il y avait des photos de moi au supermarché, à la station-service, et même une pendant que j'étais chez mon médecin. Chacune de ces images était accompagnée d'une note avec des mots qui me glacèrent le sang. « J'adore te voir de loin. Bientôt, nous serons ensemble. Tu ne peux pas m'échapper. » À ce moment-là, je savais qu'il n'y avait aucun endroit où je pourrais me cacher. Il avait toujours une longueur d'avance, toujours en train de m'observer, toujours en train de me traquer. Je me sentais complètement impuissante. La police avait fait ce qu'elle pouvait, mais sans identité claire ou preuve concrète, ils ne pouvaient pas faire grand-chose de plus que me suggérer d'être prudente. Mais comment pouvais-je être en sécurité alors que cet homme semblait capable de me retrouver où que j'aille, de voir tout ce que je faisais? La peur commença à se manifester physiquement. Je commençais à perdre du poids, à dormir moins, à me sentir constamment épuisé. Mon corps était à bout, mais mon esprit ne me permettait pas de me reposer. Chaque fois que j'essayais de fermer les yeux, je voyais son visage, un visage que je n'avais jamais vraiment vu en réalité, mais que mon esprit avait fabriqué à partir de mes pires cauchemars. Je commençais à avoir des cauchemars dans lesquels il parvenait à entrer chez moi, dans lesquels il m'attachait à son lit, comme il l'avait décrit dans ses lettres, et j'étais complètement incapable de m'échapper. La dernière lettre que je reçus fut le 1er août. J'avais été relativement calme pendant quelques semaines, essayant de reconstruire ma vie lorsque je trouvai l'enveloppe dans ma boîte aux lettres. En la voyant, j'eus l'impression que tout le progrès que j'avais fait s'effondrait. Avec des mains tremblantes, j'ouvris l'enveloppe et lus le message. Il était écrit avec la même calligraphie que les précédentes, mais cette fois, le ton était différent, plus froid, plus calculateur. « Ton temps est compté.
Bientôt, je serai plus proche que tu ne l'imagines. » Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Cette lettre fut le coup de grâce, la confirmation que cet homme ne s'arrêterait pas tant qu'il n'aurait pas obtenu ce qu'il voulait, quoi que cela puisse signifier. Je décidai alors que je ne pouvais plus continuer à vivre de cette manière. Pour la première fois, j'envisageais la possibilité de déménager, de tout laisser derrière moi et de recommencer ailleurs, dans un endroit où il ne pourrait pas me retrouver. Mais cela suffirait-il ? Pourrais-je vraiment échapper à quelqu'un d'aussi déterminé, d'aussi obsédé ? Je consultais des experts en sécurité, engageai une équipe de surveillance pour qu'ils surveillaient ma maison 24 heures sur 24, mais même cela ne réussit pas à apaiser mon anxiété. J'avais toujours l'impression qu'il avait une longueur d'avance, qu'il savait exactement ce que je faisais. Je ne pouvais pas échapper à la sensation que, peu importe les mesures de sécurité que je prenais, il trouverait un moyen de continuer à me harceler. Finalement, je pris la décision la plus difficile de ma vie. J'arrêtai de créer du contenu complètement. Je fermais tous mes comptes sur les réseaux sociaux, bloquais tous les utilisateurs et j'envisageais même de changer d'identité. J'avais besoin de reprendre le contrôle de ma vie, même si cela signifiait laisser derrière moi tout ce que j'avais construit avec tant d'efforts. Ce ne fut pas une décision facile. J'avais l'impression de renoncer à une partie de moi-même, à mon indépendance, à ma liberté. Mais je savais que c'était la seule façon de rester en sécurité, au moins pour un temps. Depuis, je vis avec une peur constante, mais aussi avec une détermination renouvelée. J'ai appris à être plus vigilante, à ne faire confiance à personne, à prendre des mesures pour me protéger de toute menace. Cependant, la peur ne disparaît jamais complètement. J'attends toujours le jour où il réapparaîtra, où il fera son prochain mouvement. Et bien que je ne sache pas si je serai prête à l'affronter quand cela arrivera, je sais que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour me protéger. À ce jour, je ne sais pas qui est cet homme. Je n'ai aucune idée de comment il a réussi à en savoir autant sur moi, de comment il a pu s'approcher si près sans être vu. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'utilise pas ses propres comptes pour effectuer les paiements sur OnlyFans, ce qui rend presque impossible de le retrouver. Et bien que j'ai cessé de créer du contenu pendant un certain temps, je ressens toujours sa présence, comme s'il attendait le moment parfait pour attaquer. Pour l'instant, tout ce que je peux faire, c'est attendre et essayer de rester en sécurité. Mais la peur est une compagne constante, et je ne sais pas si je pourrai un jour m'en débarrasser. Je vis chaque jour avec l'incertitude de ce qui pourrait arriver, avec la crainte que cet homme, dont l'identité reste un mystère, puisse revenir à tout moment. Et bien que j'essaie d'avancer, le souvenir de son harcèlement continue de me hanter, comme une ombre qui ne disparaît jamais.